Et si notre façon de voir le monde était incomplète? S'il existait une clé qu'on aurait oubliée depuis des siècles, mais qui serait capable de tout changer, de la plus petite molécule jusqu'au cosmos tout entier. C'est ce voyage qu'on commence, maintenant. Alors, tout commence avec cette idée, une idée de génie de René Descartes. Pour comprendre un problème, il faut le découper, le diviser en petites parties. C'est la naissance de ce qu'on appelle l'analyse, la méthode qui a littéralement sculpté la science moderne et qui nous a permis de comprendre le monde avec une précision incroyable. Mais voilà le truc, c'est là que le bas blesse. On est devenus des maîtres pour décomposer les choses, pour analyser, pour tout mettre en petits morceaux. Mais on a complètement oublié l'étape d'après, l'étape cruciale, la synthèse. C'est-à-dire l'art de rassembler les pièces du puzzle pour enfin voir l'image complète. L'analogie de l'horloge, elle est parfaite pour ça. C'est comme si on avait passé des siècles à démonter un vieux réveil mécanique. On a toutes les pièces, tous les rouages bien étalés devant nous, on les a étudiés sous toutes les coutures, mais on ne sait plus du tout comment ils fonctionnent ensemble pour donner l'heure. Démonter, c'est facile, presque amusant. Mais reconstruire, comprendre le tout, c'est une autre histoire. La solution à cette vision toute fragmentée du monde, elle se trouve peut-être dans un concept absolument magnifique, le principe d'émergence. C'est l'idée, toute simple en apparence, que l'interaction entre les parties crée quelque chose de fondamentalement nouveau. Le principe en gros, c'est ça. Quand un élément A et un élément B se rencontrent, le résultat n'est pas juste A plus B. Non, il y a un troisième élément qui naît de leur rencontre, leur relation. Et c'est cette interaction, ce lien, qui crée des propriétés complètement nouvelles, des propriétés qu'il était impossible de prévoir en regardant juste les pièces séparées. Et l'exemple le plus parlant, c'est l'eau. Regardez bien, on prend de l'hydrogène, un gaz hyper inflammable. On prend de l'oxygène, un gaz qui, lui, attise le feu. On les met ensemble et qu'est-ce qu'on obtient? De l'eau, un liquide qui éteint le feu et qui est la base même de la vie. Qui aurait pu prédire ça en étudiant juste l'hydrogène et l'oxygène séparément? Personne. C'est ça, l'émergence dans toute sa splendeur. Mais justement, en parlant de l'eau, elle est bien plus qu'un simple exemple d'émergence. C'est un univers à elle toute seule, un continent qui reste encore très largement à explorer, avec des propriétés aussi mystérieuses que vitales. Ce chiffre, il est juste stupéfiant. 97%. C'est la proportion d'eau dans un embryon humain d'1 mois. Ça veut dire qu'on commence notre existence en étant presque entièrement fait d'eau. Ça montre bien à quel point son rôle est fondamental, à la base même de la vie. Et ça va encore plus loin. Des chercheurs, comme un certain Gérald de Pollack, ont découvert ce qu'ils appellent une 4e phase de l'eau. Ce n'est ni liquide, ni solide, ni gazeux. C'est une sorte d'eau structurée, un gel cristallin qui se forme au contact de nos cellules. En fait, c'est l'eau de la vie, l'eau qu'on a en nous. Et l'attention, cette eau structurée, elle est tout sauf passive. Elle est incroyablement active. Elle agit comme une batterie miniature qui fournit de l'énergie. Elle s'autopurifie, elle repousse les impuretés. Elle est tellement sensible à son environnement qu'elle devient une sorte d'organe d'essence pour nos cellules. Elle dynamise la matière, elle la fait littéralement vibrer. D'ailleurs, il suffit d'observer la nature. De nos propres artères jusqu'aux rivières sauvages, l'eau ne s'écoule jamais, jamais en ligne droite. Elle danse, elle forme des vortex, des spirales, et ce n'est pas un hasard. C'est ce mouvement naturel qui énergise, qui structure et qui purifie l'eau. C'est une sorte de technologie de la nature qui concentre l'énergie au lieu de la disperser. Bon, maintenant, on va prendre un peu de recul. On quitte le monde microscopique de l'eau pour changer d'échelle et regarder l'immensité du cosmos et ses interconnexions. On a très longtemps pensé que la Terre était un système isolé, une sorte de bocal fermé sur lui-même. Mais c'est un postulat qui est faux. On est dans un système solaire, on est en dialogue permanent avec le cosmos. La Terre est un système ouvert qui reçoit constamment de l'énergie et de l'information de l'extérieur. Tenez, un exemple concret et fascinant de cette connexion. Le Soleil a des cycles d'activité d'environ 11 ans. Ça fait varier son champ magnétique. Ce champ, c'est comme un bouclier. Quand il est faible, plus de rayons cosmiques venus de l'espace peuvent atteindre la Terre. Et ces rayons, figurez-vous qu'ils aident à la formation des nuages. Et qui dit nuages, dit impact direct sur notre climat. Bref, notre météo est intimement liée aux humeurs du Soleil. Et il n'y a pas que le Soleil. Les traditions anciennes ont toujours dit que la Lune influençait la vie sur Terre. On a souvent pris ça pour des superstitions. Eh bien aujourd'hui, des recherches statistiques très sérieuses, menées sur des centaines d'arbres, le prouvent. Les propriétés du bois changent en fonction des cycles de la Lune. Pas seulement son cycle de 29 jours, mais aussi son cycle de 27 jours devant les constellations. Les arbres sont connectés à la Lune. C'est fou. Tout ce parcours, de la petite particule d'eau jusqu'au cosmos, ça nous invite à changer complètement de perspective. Il s'agit de passer d'une vision purement mécanique du monde à une vision qui accepte enfin la complexité, la sagesse et l'émerveillement. Le résultat de notre vision purement matérialiste et analytique, c'est ce que le sociologue Max Weber a appelé le désenchantement du monde.
On a transformé la nature en une simple machine, en un stock de ressources à exploiter. Et en faisant ça, on a perdu le sens du sacré, le sens de la connexion. Alors comment on fait pour réenchanter ce monde? Peut-être en s'inspirant du biomimétisme? Après tout, la nature, c'est 3,5 milliards d'années de recherche et développement. On pourrait aussi écouter les savoirs anciens, qui sont des mines d'or, de véritables hypothèses pour la science de demain. Et puis, redécouvrir le kairos, ce concept grec du moment opportun. Contrairement à notre temps linéaire qui s'écoule bêtement, le kairos nous apprend qu'il y a un temps juste pour chaque chose. Un temps pour semer et un temps pour récolter. Cette citation de Saint Bernard de Clairvaux, elle résume tout parfaitement. La sagesse, le savoir, ne sont pas que dans les livres, ils sont inscrits partout dans le monde naturel, dans le cycle des saisons, dans la structure d'un arbre, dans le cours d'une rivière. Il suffit juste de réapprendre à observer et à écouter. Ce qu'on a vu, au final, c'est que l'univers n'est pas une horloge cassée, mais un immense cosmos vivant et interconnecté. La vraie question, c'est donc peut-être celle-ci. On a désappris à écouter ce monde. Alors, que se passerait-il si on recommençait ? Si on passait de cette volonté de tout dominer à une posture d'écoute, d'humilité et de coopération avec l'intelligence de la vie.